s'était arrêté à peu près au même niveau avec les deux groupes. On n'a pas terminé la phrase. Elles sont dans l'autre groupe. Ok. Thibaut. Ah oui, c'est vrai, Thibaut, vous avez changé de groupe. J'allais dire que vous aussi, vous êtes dans l'autre groupe normalement, mais non, j'avais oublié qu'il y avait eu des changements de groupe. Donc, on avait corrigé la première partie de la phrase. Il nous restait la toute dernière phrase dans ce groupe-ci, il me semble. Oui, voilà, donc c'est pareil avec l'autre groupe, sauf que du coup, avec l'autre groupe, on avait commencé à discuter d'une proposition, et donc j'avais dit à Camille et Clotilde de me redonner leurs propositions parce qu'on n'avait pas eu le temps de terminer la discussion sur ces propositions-là. Et voilà. Donc, on avait corrigé. Je l'ai eu au téléphone. Vous voyez, c'est plus simple, hein, au téléphone, ça va plus vite. Donc, c'est bien, super. On avait corrigé, je dois rappeler à Jack d'appeler le directeur, mais il est parti depuis un moment et il ne m'a pas dit quand il serait de retour. Et on n'avait pas terminé de corriger, il ne peut pas être rentré chez lui sitôt, tu ne crois pas? Bien sûr que si, il invente toujours des excuses pour partir. Est-ce qu'on avait parlé du « il ne peut pas être rentré chez lui » ? Je ne crois pas. Si, on avait vu que can fonctionnait, que could pouvait fonctionner aussi, mais c'était moins bien, et que would pouvait fonctionner aussi, mais que c'était moins bien. Non, c'est pas ça. Je sais que Morgane avait proposé would. Est-ce qu'elle est dans ce groupe-là, Morgane, du coup? Vous avez donné une question sur laquelle réfléchir. Ah bon? Quelle était la question? Il faut vraiment que je note les choses de façon plus claire, hein, parce que j'ai écrit pas fini explication, ni dernière phrase. Donc, ça ne m'aide pas, en fait. Quel est le sens de can ici? Celui de would. Et pour la phrase suivante, réfléchissez à l'emploi de ing. Ouais, ça, je me souviens de l'emploi de ing. Mais je ne savais plus si on avait donné, du coup, les explications pour can et pour would. Bon, on avait vu quand même, merci Elisa, on avait vu quand même, effectivement, que can et would étaient possibles. Alors, du coup, est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir à ça? Quel est le sens de can ici? À votre avis, pourquoi il fonctionne bien ici et quel est son sens? C'est pas facile. Alors, on pouvait quand même assez facilement employer can dans le sens, enfin, avec il ne peut pas être rentré chez lui. On a instinctivement, on va employer can instinctivement. Mais maintenant, ici, il faut l'expliquer. Comment on l'explique? Quand on connaît les habitudes de Jack. Oui, effectivement, c'est un petit peu comme ce qu'on vient de voir avec he can be silly at times. Effectivement, ici c'est sous-entendu, il ferait pas ça. C'est quand même, il n'est pas comme ça. C'est pas dans sa personnalité. Et ici en fait, le can, hein, il permet de commenter ce que le sujet a en lui, en quelque sorte, l'éventualité du sujet. Sous-entendu, ça fait pas partie de ses potentialités de rentrer tôt, de faire ce genre de choses, de rentrer sans rien dire à personne et de partir du travail plus tôt. Donc effectivement, c'est ce sens-là, c'est dans les habitudes, dans les potentialités du sujet. Avec un impossibilité logique. Ah, là, c'est pas vraiment un sens d'impossibilité. Enfin, comme on a la forme négative, hein, he can't be home, he can't have gone home. Can he? C'est pas vrai, non, c'est pas un sens d'impossibilité logique totalement ici. On aura plus un sens de commentaire des potentialités du sujet. Il serait pas sous-entendu, il serait pas comme ça, il aurait pas fait ça. Donc, c'est quelqu'un de sérieux, lui. Vous voyez, c'est sous-entendu dans ce sens-là. Quand on dit, il ne peut pas être rentré chez lui si tôt quand même. Il est au travail, il est sérieux, il fait pas ça. Bah si, en fait. Hein. D'ailleurs, on a bien sûr que si, il invente toujours des excuses pour partir. Donc, yes, he can do that. C'est complètement lui, ça fait partie de ses potentialités. Il y a pas de souci. Ok. Donc effectivement, can aurait ce sens-là. Maintenant, pourquoi était-il possible aussi d'utiliser would? Alors, would, on l'a pas encore vu en CM, donc c'est peut-être plus compliqué pour vous de l'expliquer.
Would, ce serait pour demander s'il en est capable. C'est pas s'il en est capable. Dans le sens, il n'a pas fait ça quand même. En quelque sorte, mais c'est pas une histoire de capacité. De caractéristiques du sujet, exactement. Ici, c'est une histoire de caractéristiques. Donc, ça ressemble très fortement au can, en fait. Donc, oui, would aura le sens de caractéristiques du sujet dans ce contexte. Alors, would, c'est un petit peu moins bien que can, même si ça peut marcher. Hein. Mais souvent, on emploie would pour parler de caractéristiques du sujet dans le passé. Ici, on est dans un contexte présent, mais on a une sorte de conditionnel. Hein, donc, ici, ça pouvait marcher donc avec un ED irréel et pas un ED chronologique. Du coup. Donc, dans les deux cas, on aura une idée de caractéristique. D'accord. Would serait vraiment plus caractéristique ancrée dans le sujet, alors que can, ça fait partie des potentialités du sujet. Mais bon, c'est des nuances. En réalité, dans le sens de la phrase, ça ne change pas grand-chose. Ok. Avoir l'intention de le faire. Alors, will peut s'utiliser avec une idée d'intention, de volonté, c'est vrai. Ici, c'est would. Non, ici c'est vraiment une idée de caractéristique. À nouveau, on a une idée une idée d'intention qui est sous-entendue, puisque quand on dit of course he would, oui, ben si, ça fait partie de ses caractéristiques et si il le ferait volontiers, il le ferait sans problème. Donc oui, on a un petit effet de sens comme ça, mais ici le sens principal, c'est vraiment l'idée de caractéristique. Ok, donc je reviendrai sur l'explication après. On continue. La dernière partie de la phrase, là, il me semble qu'on n'avait pas du tout donné de correction. Vous aviez donné des propositions, mais on ne s'était pas vraiment arrêté dessus. Alors, est-ce que vous pouvez me redonner vos propositions, ceux qui avaient donné les propositions la semaine dernière, ou si vous avez, même cette semaine, si vous avez différentes propositions, il invente toujours des excuses pour partir. Je répéterai la correction quand on aura fait toute la phrase, je répéterai tout. Mais on va finir de corriger morceau par morceau avant de faire un recap. Donc, comment vous traduisez? Il invente toujours des excuses pour partir. He always makes up excuses in order to leave, ou to leave tout simplement. He's always making up excuses to leave. He's always inventing some excuses for leaving, to leave, pas for leaving. Ok, donc on a présent simple et présent en B plus ING. Qu'en pensez-vous? Thibaut, pourquoi avez-vous utilisé du présent simple et Clémence et Camille, pourquoi avez-vous utilisé du B plus ING? Est-ce que les deux formes sont possibles? Quelles sont les différences entre ces deux formes? Vous m'entendez? Oui. Oui, j'ai choisi le présent simple puisque on a always, on a l'idée d'habitude en fait, il fait tout le temps ça, c'est une habitude, c'est quelque chose d'habituel, de répétitif. Donc ça fait partie des valeurs du présent simple. Ok. Donc effectivement, présent simple, là, ça marche dans le sens d'habitude. Comment vous justifiez le ING, ceux qui ont mis ING? Actuellement, l'énonciateur pense qu'il est en train d'inventer des excuses, c'est en cours de déroulement. Non, ça, c'est pas bon comme justification. Parce qu'il y a, comme Thibaut vient de le dire, always. Il invente toujours des excuses pour partir. Donc, c'est pas un commentaire de ce qu'il vient de faire ou de ce qu'il est en train de faire. Alors, c'est pas une description de ce qu'il est en train de faire là maintenant. C'est pas en déroulement. En cours de déroulement, ce serait on est en train d'observer la scène,
on voit par exemple la personne qui est décrite ici, comment il s'appelle, Jack. On voit Jack qui est en train de parler au directeur et qui est en train de faire des grands gestes, qui a l'air tout malheureux, etc. Et on dirait, look, he is making excuses to leave. Là, ça pourrait passer, c'est en cours de déroulement. Dans notre phrase, c'est pas ça. Donc, c'est pas la justification de ing, ce sera pas c'est en cours de déroulement. Thibaut, vous vouliez prendre la parole? Oui, peut-être un comportement ponctuel, enfin, de temps en temps. On n'aurait pas toujours dans ce cas-là. Ouais, c'est vrai. Alors, votre explication, elle pourrait tenir la route, mais il manque quelque chose. Du coup, pourquoi on aurait toujours? Si en réalité, son comportement, il est juste ponctuel. Enfin, pas ponctuel dans le sens il le fait qu'une fois, mais dans le sens il le fait. Bon, ça lui est déjà arrivé de le faire une fois ou deux, quoi. Pourquoi on aurait toujours? Ce qui justifierait le ing. Parce que c'est agaçant. Effectivement. Donc, le toujours, ça peut être deux choses. Donc, les deux formes étaient possibles. ing ou présent simple. Donc, présent simple, comme Thibault le disait, parce qu'on a une habitude. On décrit une caractéristique habituelle du sujet, donc présent simple, ça marche sans problème. On donne l'information sans commenter. Il invente toujours des excuses pour partir, sous-entendu, tout le monde l'a constaté, c'est comme ça, ça fait partie de sa personnalité, c'est comme ça. Maintenant, si on veut justifier ing, justement, on utilisera à nouveau toujours, mais là, toujours n'a plus le sens de ça fait partie de ses caractéristiques, il fait tout le temps ça, c'est normal, enfin, tout le monde l'a vu. C'est un toujours avec un sens d'agacement. Donc, il invente toujours des excuses pour partir, sous-entendu, c'est bon, on en a marre, quoi. Il fait tout le temps ça et c'est pénible. Donc, ce serait un commentaire de l'énonciateur. Tout à l'heure, je vous ai donné la réponse sans le vouloir. J'ai dit commentaire, alors vous voulez dire description. Oui, donc là, le ing pourrait se justifier en disant il s'agit d'un commentaire de l'énonciateur, d'un reproche. Donc, c'est la seule façon dont on peut justifier le ing ici. C'est pas une histoire de déjà commencé ou en cours de déroulement ou autre, pas du tout. C'est un commentaire, donc c'est l'aspect utilisé de façon modale en fait, avec intervention de l'énonciateur pour commenter, pour juger ou reprocher le comportement du sujet. Donc les deux, je répète, ing et présent simple étaient possibles, mais voilà, là il faut savoir le justifier. Ça pourrait être aussi un exercice d'ailleurs, vous donner à l'examen. Vous mettre deux phrases, vous mettre cette phrase-là, par exemple, avec ing et avec le présent simple, et vous demander de me donner le sens de la phrase avec le présent simple et le sens avec le ing. Parce qu'elle se traduit de la même façon, hein, mais en fait, le toujours n'aura pas exactement le même sens. Ok, donc je répète toute la phrase, même si je pense que j'avais donné la correction de la première partie. Donc, on avait vu que dans la toute première partie, je dois rappeler à Jack d'appeler le directeur. I must ou I have to, I need to. On avait dit que les deux solutions étaient possibles, que ça n'aurait pas le même sens, le contexte n'était pas le même. Avec must, c'est un ordre du directeur et il y a une forte pression. C'est sous-entendu, si tu fais pas, tu perds ton job. Voilà, où il y a des conséquences. Et have to, c'est je suis secrétaire ou assistant, c'est mon boulot, je dois le faire et c'est tout, c'est comme ça. Donc il y a pas de, c'est pas dramatique et c'est pas dramatisé, c'est je dois le faire parce que ça fait partie de mes missions. Ensuite, mais il est parti depuis un moment, il m'a pas dit quand il serait de retour. On avait vu qu'on pouvait avoir du présent simple ou du prétérit. Donc he's been gone, or he's been away for some time. And he hasn't told me when he would be back, ou he left some time ago and he didn't tell me when he would be back. Donc, on avait vu que le présent simple, c'était finalement ce qu'il y a de plus logique puisque on a depuis un moment, donc ça veut dire que son absence a commencé dans le passé et qu'elle continue dans le présent. Mais que le prétérit pouvait aussi être utilisé si on dit he left, en fait, il est parti dans le passé. Et on ne s'intéresse pas ici aux conséquences dans le présent.
Et donc, j'avais dit que les Américains ont tendance à utiliser beaucoup plus le prétérit et beaucoup moins le present perfect. C'est pour ça qu'ici, je considère que c'est bon si vous utilisez le prétérit. When he would be back, on a besoin de will, ici would, parce que ce n'est pas une circonstancielle de temps, ce n'est pas un repère, donc c'est pas sûr, justement, c'est une complétive qu'on peut même analyser comme étant une interrogative indirecte. Donc, on a du doute et donc on peut mettre le modal sans problème. Et donc, dernière partie, he can't have gone home so early, can he? Ou he wouldn't have gone home. Alors, je ne sais plus si on avait proposé autre chose pour gone home, si on avait proposé d'autres éléments, mais je crois que j'avais donné la correction de toute façon. Would he? Ou you don't think he would ou he could. Avec you don't think, could passe bien. He could have gone home so early. Do you? You don't think, do you? Et donc, dernière partie, of course he can. Come back home ne fonctionne pas. Si. Come back home. Attendez, il peut être rentré chez. He can't have come back home. Bah, disons, avec come back, ça donne l'impression qu'on est à la maison. Enfin, que avec he can't have come back home so early, le co-énonciateur, celui qui dit cette phrase, est à la maison aussi. Come, c'est venir vers soi. Go, c'est partir, s'éloigner. Vous voyez? Donc, si je dis come back home, c'est sous-entendu come back chez moi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je ne sais pas si je suis claire. Non, là, je ne vous suis pas en entier, là. Alors, si on dit come back, ça veut dire revenir, se rapprocher de moi. Come back home, si l'énonciateur utilise ce verbe-là, come back home, c'est sous-entendu, il habite dans la même maison. Alors que go back home, c'est aller dans sa maison à lui. Come, c'est vraiment, en général, quand on dit come, on a un mouvement d'approche de l'énonciateur. Go, on a un mouvement d'éloignement d'énonciateur. Donc, si je dis he can't have come back home so early, c'est sous-entendu, il ne peut pas être rentré à la maison chez nous si tôt. D'accord, alors qu'il rentre chez lui, quoi. Alors qu'il va chez lui dans notre maison. D'accord. Donc, bon, c'est pas le jour de l'examen, j'aurais pas compté faux parce que la preuve vous le saviez pas forcément. Mais c'est pas, si on veut vraiment être précis dans la traduction, c'est pas la meilleure traduction. Et donc, phrase suivante, of course he can, ou he would, selon le modèle que vous avez utilisé. He always, et donc, soit he is always ou he always, vraiment là, les deux fonctionner, mais voilà, il faut bien penser à la justification. Donc, he always makes up excuses to leave. Ou alors, he is always making up excuses to leave. Et donc, je répète pour les justifications, avec can pour he can't have gone home so early, etc. Avec can, on a un sens de caractéristique, d'éventualité du sujet. On peut aussi parler de possibilité morale. Parce qu'ici, c'est pas une capacité, c'est pas il a la capacité de rentrer chez lui, bah oui, il a un moyen de locomotion, il a des jambes, c'est pas ça le sens. Là, c'est vraiment un sens donc de caractéristique, d'éventualité du sujet,
On peut aussi parler de possibilité morale. Donc ici, c'est vraiment, c'est sous-entendu, comme je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, mais sous-entendu, il n'aurait pas fait ça quand même. C'est pas quelqu'un qui est comme ça, qui ferait ce genre de choses. Donc ça a vraiment ce sens-là. Hein. Et on voit bien avec la réponse of course he can. C'est sous-entendu, bien sûr que si, ça fait partie de ses caractéristiques occasionnelles, de ses éventualités, de faire ce genre de choses. C'est tout à fait lui. Ça peut lui arriver. Et donc, si on avait utilisé would, c'est à peu près... Maintenant, je pense que vous avez compris qu'avec les modos, il y a toujours des nuances, hein, mais on aura à peu près la même idée, on aura une notion de caractéristique du sujet aussi. Sachant que would sera quand même plus souvent utilisé pour parler de caractéristiques dans le passé, d'habitude dans le passé. Mais ici, ça passait avec un ED contrefactuel, irréel, hein, et pas un ED chronologique, ça pouvait marcher. Et donc ici, hein, le ED aurait reflété la part de doute dans la question de l'énonciateur quand il dit tu ne crois pas, on a un doute, il ferait pas ça quand même. Donc le ED de would hein, pouvait refléter cette part de doute. Et donc en explication hein, pour la dernière phrase, je répète, le présent simple est utilisé pour parler des caractéristiques de quelqu'un, des habitudes, des caractéristiques de quelqu'un. Donc ici, ça fonctionnait sans problème. Hein. Si on dit il invente toujours des excuses pour partir, bah, c'est sous-entendu, ça fait partie de ses caractéristiques, il fait tout le temps ça, ça fait partie de ses habitudes. Mais be plus ing était aussi possible. Dans ce cas-là, on met en avant l'agacement de l'énonciateur. Ici, le toujours est interprété comme étant un reproche. Voilà pour cette phrase. Je savais qu'on allait y passer du temps sur cette phrase. Phrase suivante. Ça va, c'est clair? Avant de passer à la phrase suivante, ça va? Oui, ça va. Ok, super. Ok, donc phrase suivante. Ce n'était pas la peine que tu ailles chercher une clé. Finalement, on a pu entrer par la porte de derrière. Il faudrait toujours avoir avec soi une autre clé. Qui veut proposer une traduction pour cette phrase-là? À nouveau, vous pouvez être plusieurs à proposer. C'est même mieux. Comme ça, on peut comparer les choses. Alors, Morgane, it was not worth it for you to go fetch a key. We were finally able to get in through the back door. We should always have another key with us. Ok. Camille propose, it was not necessary for you to go looking for a key. Finally, we were able to enter through the back door. You should always have another key with you. Elisa, it was not necessary for you to get a key. We could go in from the back door. You need to always have a key on you. Ok, on s'arrête là. C'est bien, il y a plein de propositions différentes. On va commenter tout ça. Clémence propose, you didn't have to get a key. We managed to go in through the back door and then eventually. You should always have another key with you. Thibaut, you needn't fetch a key. We could finally, eventually, we were finally, eventually able to enter the back door.
You should always have another key with you. Ok, alors on va faire étape par étape parce qu'il y a plusieurs choses et plusieurs propositions sur chaque chose, donc c'est bien, ça va nous permettre de bien discuter. Alors, on va commencer par la première partie de la phrase. Hein. Pardon. Ce n'était pas la peine que tu ailles chercher une clé. Les différentes propositions. It was not worth it for you to go fetch a key. It wasn't necessary for you to go looking for a key. It wasn't necessary for you to go get a key. Donc là, on a le it wasn't necessary. Pardon, c'est la même chose. You didn't have to get a key. Et you needn't fetch a key. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais peut-être les résumer tout ça dans un seul truc. Donc, it was not worth it for you, blablabla. Bla, bla. Ou alors, it wasn't necessary. J'arrive à l'écrire celui-là. For you, blablabla. Bla, bla. You didn't have to. Ou you needn't, je mets le verbe quand même derrière, fetch a key. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que toutes ces propositions sont correctes? Lesquelles sont, laquelle ou lesquelles sont meilleures? Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que la première, ça colle bien avec l'expression française « valoir la peine de ». Donc, on colle plus à la phrase de départ, avec l'idée de « worth it ». Mais on passe pas par un modal, par une expression modalité. Oui, alors ça, c'est pas très grave, mais attendez, je réfléchis au sens. Justement, est-ce que c'est pour ça que du coup j'y réfléchissais parce que vous mettez le doute. Est-ce que ça colle justement bien au sens? Ce n'était pas la peine que tu ailles chercher une clé. Est-ce que ça a le même sens que ça valait vraiment la peine d'aller d'aller faire les soldes? On a fait de sacrées affaires, par exemple. Est-ce que ce sera le même sens? Non. Non. Oui, voilà. Alors, justement, avec it wasn't worth it for you, ça donne l'impression que vraiment ça valait pas le coup. Tu as fait beaucoup de chemin pour pas grand chose. Vous voyez, c'est pas exactement le même sens que là. Bon, bah, c'était pas la peine que tu ailles chercher une clé, on a pu rentrer sans clé. Ça n'a pas ce sens de valoir la peine de faire quelque chose. On n'a pas cette idée de valeur, vous voyez. C'est plus, bah, c'était pas la peine, tu n'avais pas besoin de le faire. C'était pas une nécessité finalement. C'est une absence de nécessité après coup. C'est pas une histoire de quelque chose qui vaut le coup qui vaut le coup. Ok. En plus, ici l'expression est lourde. Du coup, ça alourdit la phrase. Alors ça, si c'était juste ça le problème, ça c'est pas grave. Ça vous serait un peu reproché en version ici en thème, mais c'est pas ce qu'il y a de plus grave le fait que ce soit lourd. Ça veut dire que l'énonciateur est perdant. Ouais, c'est ça. It wasn't worth it, c'est sous-entendu, on a fait quelque chose et ça valait pas le coup de le faire et ouais, on est perdant, c'est ça. Ouais. Or, c'est pas vraiment le cas ici. Enfin bon, il est allé chercher une clé, il a perdu du temps, mais c'est pas la fin du monde, quoi. Il a rien fait de très grave. Donc cette proposition-là, on l'élimine. Alors maintenant, on a it wasn't necessary, you didn't have to et you needn't. Est-ce que ces trois expressions se valent? Est-ce qu'elles ont le même sens? Est-ce que les trois fonctionnent? Elles ne se valent pas. D'accord? Pourquoi?
Oui, Elisa? J'ai dit qu'elle se valait pas parce que you didn't have to, ça sous-entend que c'est le co-énonciateur du coup qui de lui a décidé d'aller chercher la clé pour aider. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, je vois pas trop. Bah, c'est quand, par exemple, admettons, il y a quelqu'un qui vous amène un café par pure gentillesse, ça, t'avais pas besoin. D'accord. Donc, ouais, donc pour vous, ça ne fonctionne pas parce qu'ici, il y avait vraiment besoin d'y aller parce que à la base, la porte était fermée. On a Ouais, dû changer de porte. parce que prendre la porte de derrière, c'était vraiment par dernière nécessité. Ok, alors ouais, je vois ce que vous voulez dire, mais ça n'aura pas forcément ce sens-là. Didn't have to, ça se rapproche de didn't need to. D'accord. Et c'est une absence d'obligation après coup. Finalement, tu n'avais pas besoin de le faire. Tu l'as fait, mais tu n'avais pas besoin. Ouais, non, ça n'aura pas le sens de tu l'as fait par toi-même et tu n'aurais pas dû. On peut utiliser didn't have to ou don't have to dans le contexte que vous décrivez, hein, c'est possible. Mais c'est pas que dans ce contexte-là. D'accord. Didn't have to, c'est une absence d'obligation. Oui, absence d'obligation après coup, du coup, parce que finalement, tu l'as fait, mais tu n'étais pas obligé de le faire. Parce qu'on a réussi à rentrer autrement. Donc, didn't have to, ça marche. C'est synonyme, enfin, plus ou moins synonyme de didn't need to. Sachant que need, c'est plus la nécessité, have to, c'est plus l'obligation. Mais la nuance, elle est vraiment faible. Hein. It wasn't necessary. Est-ce que ça marche? Oui, non. Est-ce que ça marche? It wasn't necessary. Oui. Oui, effectivement. Alors, à nouveau, c'est un petit peu lourd parce que on aura It wasn't necessary for you to do that. Donc, bon, avec le It wasn't necessary for you, c'est un peu lourd. Mais grammaticalement, ça marche, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va parler de You needn't fetch a key. Est-ce que ça marche? Après réflexion, je me dis, l'idée de passer, c'est ça qui est embêtant. Oui, effectivement, c'est ça ici qui bloque, c'est que la phrase est au passé. La phrase, c'est ce n'était pas la peine que tu ailles chercher une clé. Et c'est pas ce n'est pas la peine. Donc il faut du passé. Donc comment on va mettre du passé là-dedans? Didn't need to, c'est pas la même chose. Ça marche. Comme je l'ai dit, c'est synonyme de didn't have to, ça fonctionne. Mais si on utilise le modal need, puisque là, dans la phrase de Thibaut, need est utilisé comme modal, puisque need est modal, en fait, enfin, ancien. Il s'utilise encore assez rarement, hein, mais il s'utilise encore, principalement en anglais britannique, sous forme de modal. Donc, il a les caractéristiques des modaux, sauf que Reda, il ne se met pas au prétérit. Donc, needed not to, ça marche pas. Donc, ce need en tant que modal ne peut pas se mettre au prétérit. Il a toutes les caractéristiques des modaux, mais il ne peut pas se mettre au prétérit. Comme must, un petit peu. Ok. Du coup, on peut pas dire, si on dit par exemple, I needed to go, j'avais besoin d'aller, par exemple, à un endroit. Oui, là, on peut, mais ça, c'est le verbe, c'est pas le modal need.
D'accord. Oui, en plus, j'avais pas vu que vous aviez mis le to, needed not to. Alors, enfin, là, vous avez mélangé. Ça aurait été donc didn't need to. Si vous mettez le to, c'est le verbe. Si vous mettez pas le to, c'est le modal. Ok, ça marche. C'est fetch qui doit être au prétérit. On ne met jamais de prétérit derrière un modal. Derrière un modal, il faut une base verbale. Donc, comment on fait pour décaler dans le passé après un modal? Comment on va traduire il a dit faire ça? On met la forme have en. Voilà, on met la forme have en. Ça nous permet de décaler dans le passé tout en gardant une base verbale derrière le modal, puisque have, c'est la base verbale en fait. Donc effectivement, ça va donner you needn't have fetched. Ou you needn't have gone and looked for a key, par exemple. Ou, enfin, peu importe. Tous les verbes que vous avez utilisés, ça marchait pour aller chercher une clé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette forme-là? Elle vous surprend peut-être parce que c'est vrai qu'on utilise rarement le modal need, encore moins en anglais américain. J'aime bien, Thibaut aime bien, ok. C'est déjà pas mal. Alors, elle s'utilise cette forme et elle va fonctionner. Maintenant, sachant que need dans cette forme est un modal, un peu trop formel pour le contexte. Non, c'est pas formel. Le modal need ne va pas forcément s'utiliser en contexte formel. Mais donc, sachant que need est un modal et que need to ou have to n'est pas un modal, quelle va être la différence entre you needn't have fetched et you didn't have to ou you didn't need to fetch? Je la trouve pas naturelle parce que vous n'avez pas l'habitude de la voir, cette forme-là, parce qu'on n'utilise plus beaucoup. On n'utilise plus beaucoup le modal need, donc c'est pour ça que la forme me paraît bizarre. Donc en prenant ce que vous savez sur les modaux, quelle est la différence entre you needn't have fetched et you didn't need to fetch? Avec need, on ajoute du doute. Oui. Avec don't need to, c'est un avis général. Oui. Enfin, un avis général. Oui, en quelque sorte. Avec don't need to, on se base sur la situation, alors que le modal need, c'est davantage, tu n'avais pas besoin d'un point de vue subjectif. Moi, je te dis que tu n'avais pas besoin de le faire. Et il y a une autre différence en plus. Et donc, ça va nous permettre de faire un choix entre les deux formes, si vraiment on veut être précis. La différence entre you needn't have fetched et you didn't need to fetch, c'est si on utilise you didn't need to, ça signifie tu n'as pas eu besoin de. D'accord? Donc, si on utilise didn't need to, ça veut dire il n'a pas eu besoin de. Si on utilise needn't, ça veut dire il n'avait pas besoin de. Quelle est la différence? Je répète, avec didn't need to ou didn't have to, c'est la même chose. Ça veut dire il n'a pas eu besoin de. Avec tu n'as pas eu besoin d'eux, on a l'impression que la personne est allée chercher une autre clé. Elle l'a fait. Et une fois revenue, tu n'as pas eu besoin d'eux. Et alors qu'avec needn't, il ne l'a pas fait.
Il l'a pas Donc, encore c'est fait, l'inverse. il va le faire. C'est l'inverse, justement. Avec il n'a pas eu besoin d'eux, c'est sous-entendu, il n'a pas fait. Il n'a pas eu besoin de le faire, donc il l'a pas fait. On a cru qu'il avait besoin et à la dernière minute, on s'est rendu compte que bah non, finalement, il n'y avait pas besoin, donc il l'a pas fait. Alors qu'avec needn't, il n'avait pas besoin d'eux, c'est sous-entendu, il l'a fait. Il n'avait pas besoin de le faire, mais il savait pas, du coup, il l'a fait et on s'est rendu compte après coup qu'en fait, il n'avait pas besoin de le faire. Donc ici, lequel fonctionne le mieux dans notre phrase? Je répète, didn't need to, et je le redirai après la correction. Didn't need to, c'est il n'a pas eu besoin de le faire, sous-entendu, il l'a pas fait. Il a cru qu'il avait besoin, puis finalement, il s'en est rendu compte et il l'a pas fait. Needn't, il n'avait pas besoin de le faire, mais il l'a fait quand même. Moi, je pense qu'il l'a fait quand même. Oui, ici, ce n'était pas la peine que tu ailles chercher une clé. Finalement, on a pu entrer par la porte de derrière. En fait, il l'a fait. Il n'avait pas besoin de le faire, mais il s'en est pas rendu compte sur le coup. Il s'en est rendu compte après coup. Donc, effectivement, ici, la meilleure forme, si on veut être vraiment précis dans la traduction, c'est needn't. Mais ici, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de contexte. Là, on ne sait pas ce que la personne est en train de faire. Si elle est partie la chercher, si elle l'a dans la main, la clé, ou si en fin de compte, elle est partie, mais elle ne l'a pas encore. Ah, Si, avec l'imparfait, ce n'était pas la peine que tu ailles chercher une clé. Finalement, on a pu entrer par la porte de derrière. Avec l'imparfait, ce n'était pas la peine que tu y ailles. Sous-entendu, tu y allais. Parce que si on utilise de l'imparfait comme ça veut dire qu'il y est allé, forcément. On ne va pas lui dire, si on utiliserait du présent, c'est pas la peine que tu y ailles. Et ça n'aurait aucun sens de dire tu n'as pas eu besoin d'y aller, finalement on a pu rentrer. Ça servira à rien d'informer la personne qui n'a pas eu besoin d'y aller. Donc là, le sens, il peut vraiment être interprété que d'une seule façon. Si on dit ce n'était pas la peine que tu y ailles, c'est sous-entendu, bah mince, t'y es allé, finalement, t'avais pas besoin d'y aller. T'y allais pour rien. Ok. Donc là, la meilleure traduction, c'était bien avec le modal need. Je vais répéter les explications, ne vous inquiétez pas. Néanmoins, et c'est pour ça aussi que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer le modal need, aujourd'hui, notamment en anglais américain où on ne le rencontre plus du tout, on peut aussi utiliser didn't need to dans le sens il n'avait pas besoin de, dans le sens il l'a fait alors qu'il n'avait pas besoin de le faire. Mais dans ce cas-là, il sera davantage accentué à l'oral. Mais vraiment, à la base, à l'origine, didn't need to n'avait pas ce sens-là. C'est vraiment il n'a pas eu besoin de le faire. Voilà pour la première partie de la phrase. On a encore du boulot sur cette phrase-là. Donc, je vais peut-être répéter pour cette première partie de phrase. Donc, ici, meilleure possibilité de traduction, you needn't have, alors du coup, fetched, ou je sais plus ce que vous avez proposé comme traduction, mais ce que vous avez proposé, c'est bon, hein, donc you needn't have fetched a key, you needn't have gone and looked for a key, have gone get a key, etc. Donc peu importe, hein, mais l'essentiel c'est you needn't have. Et EN, ED donc hein, pour dans la plupart des cas, à la fin du verbe. You needn't have, moi je vais vous mettre fetched, mais les autres propositions ça marchait aussi. Ok. Maintenant, si vous aviez proposé you didn't need to, you didn't have to, ça passe aussi avec si à l'oral on l'accentue de façon plus forte. Pourquoi? Alors la différence entre les deux, je vais vous le taper parce que c'est un peu compliqué si vous prenez des notes et que vous réfléchissez en même temps. Donc déjà, donc need peut être un modal. A dans ce cas les mêmes caractéristiques que les modaux standards.
c'est-à-dire qu'il n'a pas de tout quand il est modal. Il prend la négation directement sur lui, il n'a pas besoin de l'auxiliaire do. Attention, c'est pas pareil que need to, d'accord? Donc dans ce cas-là, il a les mêmes caractéristiques que les modaux, mais ne se met pas au prétérit. Donc attention, need modal est différent du verbe need to. Le modal est subjectif. La nécessité vient de l'énonciateur. Alors qu'avec le verbe need to, la nécessité vient des circonstances. C'est comme must et have to. Plus ou moins, hein, donc même différence que entre must et have to. Plus ou moins, à nouveau. Hein, must, c'est l'obligation très forte, dramatique, un ordre, etc. Have to, c'est l'obligation due aux circonstances. Donc là, avec need, on est plus dans le nécessaire, la nécessité. Need, comme c'est un modal, ce sera la nécessité vient de l'énonciateur. C'est l'énonciateur qui décide que c'est nécessaire. Alors qu'avec le verbe need to, la nécessité vient des circonstances. Attention néanmoins, quand on met ces formes au passé et à la forme négative, on n'aura pas exactement le même sens. Donc je continue à noter, je pense que c'est plus simple parce que là c'est assez complexe hein, quand même. Donc à la forme passé négative, les deux, le modal, on va être précis, le modal need et le verbe need to n'auront pas le même sens. Didn't need to signifie il n'a pas eu besoin de. Sous-entendu, il ne l'a pas fait. Alors que needn't have, etc. Needn't have, je vais mettre, signifie il n'avait pas besoin de. Sous-entendu, il l'a fait, mais n'avait finalement pas besoin de le faire. Il l'a fait pour rien. Aujourd'hui, oui, allez-y. Oui, donc dans votre notation là pour need, le premier du coup il n'y a pas de to si c'est un modal. Voilà, il n'y a pas de to. Vous avez mis un to. Où ça? Need modal est différent du verbe. Ah d'accord. Ah non, c'est bon, c'est moi qui n'ai pas bien lu. Du verbe need to. D'accord. Je pensais que vous parliez d'abord de need et après de need to. Mais non, c'est la même phrase. Ouais, need modal est différent du verbe need to. Need to, c'est le verbe. Quand il n'y a pas le to, c'est le modal. Quand il y a le to, c'est le verbe. Je vais peut-être c'est vrai qu'en tapant à l'ordinateur, il est possible que j'ai tapé des bêtises. Hein. Je vais me relire. Je finis l'explication et je me relis après s'il y a des choses à corriger. Vous avez raison de le dire parce que faut que ce soit bien clair. Hein. Donc aujourd'hui, et je tape justement plus clair qu'à l'oral parce que les différences entre need et need to à l'oral, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, néanmoins, le modal need est de moins en moins utilisé et on pourra utiliser didn't need to dans le sens il n'avait pas besoin de en l'accentuant davantage.
Mais ceci étant dit, le jour de l'examen, si vous avez « il n'avait pas besoin de », moi, j'attends la forme avec le modal. Puisque vous ne pouvez pas me dire qu'il est accent, enfin, c'est à l'écrit, vous ne pouvez pas montrer qu'il y a un accent plus fort, donc je veux que ce soit le modal. Donc, je me relis pour être sûr que tout est bien clair. Ok, le modal est différent du verbe need to, le modal est subjectif, la nécessité vient de l'énonciateur, alors qu'avec le verbe need to, la nécessité vient des circonstances. Même différence à peu près qu'entre must et have to. À peu près, hein, à nouveau. Hein, quand je mets même différence qu'entre must et have to, je simplifie les choses. C'est pour que vous compreniez bien la différence, hein, subjectif, objectif. À la forme passée négative, le modal need et le verbe need to n'auront pas le même sens. Need to signifie n'a pas eu besoin de, sous-entendu, il ne l'a pas fait. Alors que needn't have signifie n'avait pas besoin de, sous-entendu, il l'a fait, mais il n'avait finalement besoin de faire, il l'a fait pour rien. Aujourd'hui, néanmoins, le modal need est de moins en moins utilisé. On pourrait utiliser need to dans le sens en l'accentuant davantage. Ça me paraît clair, mais vous me dites s'il y a des choses qui ne sont pas claires là-dedans. Donc tout ça, copier-coller ou prenez-le en note ou je sais pas, hein, parce que ça va disparaître, je crois, quand on quittera la vidéo, tout ça, ça va disparaître. Donc prenez-le en note, hein, ça fait partie du cours. Mais je vous, pardon, je vous redis, malgré la dernière phrase hein, que j'ai ajoutée, aujourd'hui, c'est vrai que le modal s'utilise moins. Notamment à l'oral en fait. Hein, donc tout à l'heure, quand je sais plus qui me disait, ça me paraît trop formel. C'est pas plus formel, mais effectivement à l'oral, on l'utilise quand même beaucoup moins que le verbe. Mais vous, l'examen, c'est à l'écrit. Donc, si vous avez besoin, enfin, si vous devez traduire, il n'avait pas besoin de, sous-entendu, il l'a fait pour rien. J'attendrai que, enfin, je m'attends à ce que vous utilisiez le modal. Et le point, ce sera pour l'utilisation du modal. Mais après, ça peut être aussi un exercice. C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça, mais je peux vous mettre des petits exercices de commentaires comme l'année dernière en première année. Une phrase avec didn't need to et une phrase avec needn't have en et vous demander de comparer les deux formes. Ça peut être aussi une question d'examen. Ça peut être intéressant, ça. Plus intéressant finalement que du simple thème grammatical. Ça va ? Oui ? Ok. Bon, on a fait la partie la plus compliquée de la phrase, je crois. On va continuer à commenter parce qu'on n'a pas fini la phrase. On a fait que le début, mais bon, c'était la partie la plus délicate à traduire, je pense. Donc, je vais remonter dans la conversation pour retrouver ce que vous avez proposé pour le reste. Alors, Morgan a proposé « We were finally able to get in through the back door ». Donc, je vais peut-être recopier les choses. Donc, « We were finally able to get in through the back door ». Ça, j'imagine qu'on a tous quasiment tous plus ou moins les mêmes traductions. Finally, we were able to enter through the back door. On va dire que c'est la même chose. Camille a proposé quasiment la même chose. Hein, donc, c'est be able to. Get in through ou enter, ça marche. Hein, les deux fonctionnent. Ensuite, Elisa propose we could go in from the back door. Donc, ça, je vais le mettre dans les traductions. We could get in plutôt que go in. Ok. Clémence a proposé we managed. C'est différent, je vais le mettre. To go in, get in plutôt. Et Thibaut a proposé les deux, si je me souviens bien. We could et we were able to. Donc, bon, comme on a déjà les deux propositions, je ne les remets pas. Voilà, là, je vous les envoie, comme ça, on a tout sous les yeux. Alors, qu'en pensez-vous? Donc, pour la traduction de, finalement, on a pu entrer par la porte de derrière. We were finally able to get in through the back door, ou we could get in through the back door, ou
we managed to get in through the back door. Est-ce que les trois propositions sont équivalentes? Est-ce que les trois fonctionnent? Voilà. Si elles ne sont pas équivalentes, quelles sont les différences entre ces trois propositions? Vous êtes encore là? Vous réfléchissez? Quelles sont les différences entre ces trois propositions, s'il y en a, ou sont-elles totalement équivalentes? Qu'en pensez-vous? Normalement, il y a quelque chose qui devrait vous faire dire automatiquement qu'elles ne sont pas équivalentes. Elles n'ont pas le même sens. Alors, sans même aller jusque-là, on verra si vous avez raison ou pas, Morgane. Mais effectivement, déjà, elles ne sont pas équivalentes. Ça, c'est vrai. Pourquoi? Sans même aller jusqu'à elles n'ont pas le même sens. Vraiment en regardant la forme. Pourquoi elles ne sont pas équivalentes? Peut-être puisqu'on a que un modal et les Oui. autres ne le sont pas. Voilà. Déjà, de base, vous pouvez dire elles ne sont pas équivalentes parce qu'on a dans une des trois phrases un modal, alors que dans les deux autres, ce ne sont pas des modaux. Donc, nécessairement, elles ne sont pas équivalentes. Alors, maintenant, du coup, comme on voit qu'elles ne sont pas équivalentes, est-ce qu'elles sont toutes les trois possibles? Est-ce que la forme verbale est possible? Est-ce que le modal est possible? Il me dit, il n'y a pas de doute, ils ont pu rentrer. Et donc, Morgane, vous aviez raison, hein, elles n'ont pas le même sens, effectivement. Comme on a un modal d'un côté et des verbes de l'autre côté, donc il y aura une différence au niveau du sens, hein, vous aviez raison. Ce que je voulais vraiment vous faire dire, modal, pas modal. C'est pour ça que j'avais dit, on y revient après. Donc, Camille me dit, il n'y a pas de doute, ils ont pu rentrer, donc pas besoin d'utiliser de modal, la RP est validée. Elisa me dit, les deux sont possibles. Alors ici, finalement, on a pu entrer, c'est pas on pouvait entrer, mais on a pu entrer. Donc effectivement, la RP est validée. Donc, si la RP est validée, si on parle ici, non pas d'une aptitude ou d'une possibilité passée, mais on parle vraiment d'un fait spécifique qui est à un moment donné. Donc, je répète, hein, donc c'est ce que Camille dit plus ou moins. On a pu entrer par la porte de derrière, c'est différent de on pouvait entrer par la porte de derrière. On ne parle donc pas de possibilité passée, mais bien d'un événement spécifique qui s'est produit, qui a été validé à un moment donné. Donc, on ne peut pas utiliser le modal code. Vous avez raison. Donc, c'est ce que Camille disait aussi. Mais je voulais vous faire réfléchir, comme Elisa disait, les deux sont possibles. Je me suis dit que vous deviez être plusieurs à penser ça. Effectivement, on ne peut pas utiliser le modal. Souvenez-vous, l'exemple qu'on avait vu, c'était he could speak German fluently once he was even able to translate a poem, je crois, quelque chose comme ça. On disait que he could speak German, c'est une aptitude, une capacité passée. Il l'a pas réalisé en particulier, on dit qu'il pouvait le faire dans le passé. Par contre, dans la deuxième phrase, une fois il a pu traduire un poème, c'est he was able to ou
he managed to translate a poem. Parce qu'il l'a fait, il l'a réalisé, ça a été validé. Donc, à partir du moment où ça a été validé, réalisé, on ne peut pas mettre de modal. Le modal, ça inclut du doute. Donc, il n'y a pas de réalisation avec le modal. D'accord? Donc, si c'était, finalement, on pouvait entrer par la porte de derrière, sous-entendu, on pouvait parce qu'on l'a laissée toujours ouverte ou parce qu'il était facile de l'ouvrir ou parce qu'il y avait une clé sous un pot de fleurs pour la porte de derrière, peu importe. Si on dit on pouvait entrer, là, on sous-entend il y avait une possibilité pour nous d'entrer. Mais on ne dit pas forcément qu'on l'a fait. Nous, notre phrase, c'est on a pu entrer. Donc, on l'a fait. Ça a été validé, réalisé. D'accord? Et donc, les seules possibilités, c'est be able to ou manage to. Mais pas could. Could, c'est pas possible. Ok? Donc, ça donnera we were able to ou we managed to enter through the back door ou get in through the back door. Et donc, pour le finalement, on peut dire in the end ou finally, ça marchait aussi. Eventually, why not? Ça va? Vous comprenez pourquoi on peut pas utiliser could? Donc, could, c'est on pouvait entrer. On avait la possibilité de, mais on ne dit pas qu'on l'a fait. Be able to ou manage to, c'est on l'a fait. On a pu le faire. Et enfin, dernière phrase, il faudrait toujours avoir avec soi une autre clé. Qu'est-ce que vous avez proposé? Je pense que là, c'est la partie la moins qui pose le moins de problèmes, je pense. Alors, we should always have another key with us. You should always have another key with you. You need... Ah, donc on a plusieurs propositions. You need to always have a key on you. You should always have another key with you. C'est la même que Camille, du coup. Ou you should always have another key with you. C'est la même chose. On a 3 fois, je crois. You should always have another key with you. On a la même chose, mais avec we à la place de you, proposé par Morgane. Et on a you need to always have a key on you. Alors, qu'en pensez-vous? Déjà, pour la première partie, need to, should, est-ce que les deux fonctionnent ou est-ce qu'il y en a une qui est mieux que l'autre ou est-ce qu'il y en a une qui ne fonctionne pas du tout? Should est plus adapté comme il s'agit d'un conseil mais pas d'une obligation. Oui, effectivement. Ici, should sera plus adapté. Alors, need to n'est pas complètement faux. D'ailleurs, ce serait plutôt you always need to, blablabla, plutôt que you need to always have. Non, pardon, je dis une bêtise. Attendez. You... Ouais, en fait, c'est parce que si, je dis pas de bêtises, c'est juste que c'est bizarre avec need to quand même. C'est pas complètement faux, mais ici effectivement c'est une recommandation et on a le faudrait qui est du conditionnel en français, hein, donc ça correspond bien à should avec le ed contrefactuel de should. Donc ici should est quand même mieux que need to, hein, clairement. You need to. Always need to. Ouais, avec need to, en fait, ce serait plutôt il faut toujours avoir. Hein, donc, et plus dans le sens de nécessité que de conseil, recommandation. Donc, should est mieux parce que should, c'est vraiment la recommandation, le conseil.
Ici, c'est ça. Hein. Il faudrait toujours avoir avec soi une autre clé. C'est une sorte de recommandation qu'il se fait à lui-même, en fait, hein, l'énonciateur. Alors maintenant, certains ont utilisé we, d'autres ont utilisé you. Là, c'est une question de style. You sera mieux. We n'est pas faux, hein, mais ici, à nouveau, comme on a une forme impersonnelle en français, qui correspond donc à une recommandation, un conseil, dans ce genre de formulation, on aura plus facilement you que we. Après, est-ce que quelqu'un avait pensé à autre chose en termes de pronoms ou de formulation à la place de we et de you? La voix passive, ça donnerait quoi? Est-ce que ça fonctionne ici, la voix passive? Non, ça marche pas, hein, la voix passive. Ici, ça donnerait another key should always be had. Ça ne va pas. Ça ne fonctionne pas. La phrase peut être construite grammaticalement, mais ça n'a pas de sens. Hein. Donc non, pas le passif. Le passif, pardon. Est-ce que quelqu'un avait envisagé one? Oui. Alors ça donnait quoi dans votre phrase, Margot? One should always have a key. Ok. Alors, du coup, c'est pour ça que je vous demandais de copier votre phrase, pas with oneself. Hein. Dans ce cas-là, effectivement, pourquoi pas? Alors, one, c'est très générique et formel en quelque sorte. Ça fait un peu maxime moral. Ouais, voilà, c'est très très générique, effectivement, et assez formel aussi. Donc, c'est pas la meilleure solution, mais j'aurais pas compté faux. Si vous aviez dit one should always keep a spare key. One should always have a key. Bon, j'aurais pas compté faux. Même si c'est très générique. Normalement, one s'utilise dans des énoncés génériques. Ici, après tout, il faudrait toujours avoir une autre clé avec soi. C'est générique. Hein. C'est un conseil général. Donc, bon. Why not? Ça fait formel, mais pourquoi pas. Donc, ici, hein, je répète, should est vraiment préférable. You should always have another key with you. Ça passait très bien. Alors, si vous vouliez absolument utiliser we, dans ce cas-là, we should always have ou keep a spare key. Et on enlève le with us. C'est le with us vraiment qui ne fonctionne pas. Mais là, ce serait sous-entendu, ce serait moins impersonnel. Ce serait, il faudrait que l'un d'entre nous ou que nous tous gardions une autre clé. D'accord? Alors que le use, ça fait plus recommandation générique. Et le one, même chose. One, ça fait recommandation générique. Ok, ça va? Oui, ok, super. Alors, on continue. Alors, la phrase suivante, elle est courte, donc je pense qu'on pourrait la terminer dans les... Il reste pas beaucoup de temps, mais je pense qu'on pourrait réussir à la faire. Parce qu'elle est vraiment pas longue, puis elle est pas hyper compliquée. Il y a quand même une petite difficulté, mais bon. Alors, la phrase suivante, cela ne devait pas faire moins de 3 heures qu'elle attendait son train. Il avait au moins 2h30 de retard. Comment vous avez traduit ça? Est-ce que vous avez plusieurs traductions possibles?
Ah, on a plusieurs solutions quand même. Alors, she shouldn't have been waiting for a train for less than 3 hours. Il manque le than. She shouldn't have been waiting for a train for less than. It was at least 2 hours late. It couldn't have been less than 3 hours that she was waiting her train. It was at least 2 hours and a half late. Couldn't have been. Bon, en fait, c'est pas si simple que ça, parce que vous avez plusieurs propositions bien différentes. Donc, she couldn't have waited for a train for more than 3 hours. Elle me perturbe la dernière phrase. Attendez, she couldn't have waited for a train for more than 3 hours. La dernière phrase, c'est peut-être moi qui ai la mauvaise impression, hein, mais dites-moi comment vous la comprenez. Est-ce que vous la comprenez comme le sens de la phrase à traduire? Cela ne devait pas faire moins de 3 heures qu'elle attendait son train. She couldn't have waited for a train for more than 3 hours. Je la comprends. Cela ne faisait pas plus de 3 heures qu'elle attendait son train. Non. Non, c'est pas l'inverse, mais dites-moi, hein, c'est peut-être moi qui, mais moi je comprends. Elle ne pouvait pas attendre son train depuis plus de 3 heures. Voilà, c'est ça. Donc c'est un peu l'inverse en fait. Il n'était pas possible qu'elle attende son train depuis plus de 3 heures. Elle ne pouvait pas avoir attendu son train pour pendant plus de 3 heures. Donc le sens, il est inversé. Pour la dernière phrase, hein, she couldn't have waited for a train for more than 3 hours. Oui, c'est ça. Elle ne pouvait pas avoir attendu aussi longtemps. C'était pas possible. Donc ça marche pas la dernière phrase. Ça n'a pas le bon sens. Je viens au tout début des propositions. She shouldn't have been waiting for a train for less than 3 hours, j'imagine. She shouldn't have been waiting for a train for less than 3 hours. Est-ce que ça marche? Vous pourriez répéter les deux phrases Alors là, je me posais la question sur la phrase de Camille. Enfin, je vous posais la question. Donc la phrase de Camille, elle est donc juste au-dessus de la vôtre, Thibaut. She shouldn't have been waiting for her train for less than 3 hours. Qu'est-ce que vous en pensez? Le modèle, il ne va pas. Après, il faut trouver la justification, mais shouldn't, dans ce contexte-là... Alors, effectivement, ici, should suivi. Alors, on pourra utiliser should pour une probabilité. Hein, on verra des exemples par la suite. Mais ici, should suivi du have been, ça donne l'impression qu'on dit qu'elle ne devrait pas. On est en modalité radicale. Là. Voilà, exactement. On a l'impression d'être en modalité radicale, effectivement. Elle n'aurait pas dû, en fait. Si on respecte le sens et le tense ici, she shouldn't have been waiting, c'est elle n'aurait pas dû attendre son train pendant moins de 3 heures, du coup. Donc, on lui fait un reproche. Voilà, donc là, on n'aura pas le bon sens non plus. Alors, donc je continue. Donc, on a éliminé la phrase she couldn't have waited for a train for more than 3 hours. On a éliminé she shouldn't have been waiting for a train for less than 3 hours. Il nous en reste deux. It couldn't have been less than 3 hours that she was awaiting a train. Et she must have been waiting for a train for over 3 hours. Thibaut, vous vouliez prendre la parole? Oui, mais c'est juste, je suis désolé de vous interrompre, mais il va être l'heure et après on a un examen de production orale.
D'accord. Et ben donc dans ce cas-là, je pensais pas que cette phrase vous aurait autant donné de fil à retordre. Je vais noter les 2 propositions. Cette fois-ci, je vais noter les choses clairement. Enfin, je vais essayer. Et réfléchissez-y pour la semaine prochaine. Et on revient sur cette phrase-là la semaine prochaine. Ça sert à rien de trancher comme ça hyper vite. Donc je vais noter groupe 1 cette fois-ci pour que ce soit bien clair. Et donc it couldn't have been. Et donc si vous avez un examen, vous pouvez déconnecter. Hein, allez-y. Donc bon courage pour l'examen et donc à la semaine prochaine déjà en phonologie et puis en linguistique jeudi prochain. Et je vous tiens au courant dès que j'ai des nouvelles pour les examens. Pour la note 2, du coup, ce sera un mix entre des questions de cours et du commentaire linguistique. Oui, je pense que je vais faire ça. Je vous le dirai, je vous confirmerai les choses quand on sera plus proche de la note 2, parce que c'est pas maintenant. Et puis, je le dirai en CM, quand tout le monde sera là. Mais ouais, il y aura des questions de cours et il y aura du commentaire linguistique de modal. Du coup, can we listen to her that she was awaiting her train? Merci, bonne journée. Ensuite, she must have been waiting for train. She must have been waiting train.